Accédons à présent directement en page 5 de Rivarol, numéro 3444 du 28 octobre 2020. Il y a l'excellent article de Jean Terrien que je vais vous lire. Article intitulé « La République totalitaire, quand la dictature sanitaire fusionne avec la menace terroriste ». Alors il y a une incrustation de photos où l'on voit notre cher président Emmanuel Macron, toujours affublé du même costume, hein, on a l'impression qu'il porte toujours le même, il dort avec, je ne sais pas. Un masque chirurgical sur le nez, les yeux apparemment fixes plantés dans ceux de son interlocuteur, les mains en avant, doigts écartés, pouces joints, comme s'il voulait se saisir de quelque chose dans un geste de prédation. La France, les Français, je ne sais pas. Allons-y. Après plus de 18 mois de révolte sociale, période durant laquelle le président et certains ministres eurent à craindre pour leur intégrité physique, le pouvoir vacillant a trouvé dans le coronavirus un Deus ex machina, un sauveur qui le maintiendra encore en place quelque temps. Mais pour être certain que le peuple de France se tienne à carreau, le régime brandit la menace terroriste. La terreur politico-médiatique. Le virus existe, le terrorisme également. Ce sont des faits indiscutables. Ce qui est contestable, c'est l'ampleur de ces menaces telles que présentées par le politique et les médias. Prenons deux experts de ces deux domaines, ceux de la santé et du terrorisme, et faisons le parallèle entre leurs propos respectifs. Christian Péronne, professeur des universités praticien hospitalier, spécialiste des pathologies tropicales et des maladies infectieuses émergentes, et ancien président de la commission spécialisée maladies transmissibles du Haut Conseil de la santé publique, expliquait lors d'une interview en date du 15 octobre 2020, je cite, « Les gens ont beaucoup plus peur aujourd'hui alors que finalement, ça ne va pas si mal qu'en mars-avril. Et ça, c'est quand même inquiétant pour notre démocratie. Où est la parole vraie ? L'application Stop Covid, c'était quand même une instrumentalisation pour fliquer toute la population française, pour savoir si vous avez été en contact avec un cas. Quand on sait en plus que tous les tests qu'on appelle PCR pour vous chercher le virus dans le nez ont un taux de faux positif, c'est-à-dire qu'on dit que vous êtes positif alors que vous n'avez pas du tout le virus et que vous n'avez absolument aucun symptôme, ce qui est absolument énorme. Ça commence à représenter un flicage de la population. Fin de citation. Donc cette citation est extraite de l'interview de Christian Péronne du 15 octobre 2020 sur Sud Radio. Une autre citation de lui. « Si Macron avait montré les courbes officielles hier, il aurait été ridicule. » Vous pouvez retrouver cette interview d'ailleurs sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Je poursuis. Le 20 janvier 2015, 13 jours après les attentats de Charlie Hebdo, Christophe Horchtel, un ancien instructeur au Centre des forces dirigeantes de l'armée allemande, expliquait que nous assistions en France à un management de la terreur, consistant à fabriquer ou à laisser faire des attentats pour distraire la population et surtout détourner sa colère. Cet expert affirmait lors d'une interview accordée à RT Deutsch que tous les gouvernements membres de l'OTAN mentent, car les auteurs des attentats seraient, d'après lui, je cite, « dans 95% des cas très bien connus des services de sécurité ». Donc vous pouvez retrouver cette déclaration, toujours pareil, sur le site de RT, version allemande, RT Deutsch. Nous sommes aujourd'hui pris en étau entre une pandémie exagérée et un terrorisme fabriqué. Cela étant dit, il faut comprendre le mécanisme par lequel on met et maintient la population dans un état de sidération, tel qu'elle en devient incapable de penser, donc de comprendre et de réagir.
Saisie par la peur, suscitée par des événements spectaculaires, des avions frappant des tours, une cathédrale en flammes, un homme décapité, elle se soumet. Le psychosociologue Gustave Le Bon, né en 1841, mort en 1931, avait déjà tout expliqué en 1895. Je cite : « Tout ce qui frappe l'imagination des foules se présente sous forme d'une image saisissante et nette, dégagée d'interprétations accessoires ou n'ayant d'autre accompagnement que quelques faits merveilleux. Une grande victoire, un grand miracle, un grand crime, un grand espoir. Il importe de présenter les choses en bloc et sans jamais en indiquer la genèse. 100 petits crimes ou 100 petits accidents ne frapperont aucunement l'imagination des foules, tandis qu'un seul crime considérable, une seule catastrophe, les frapperont profondément, même avec des résultats infiniment moins meurtriers que les 100 petits réunis. La grande épidémie d'influenza qui fit périr à Paris 5000 personnes en quelques semaines frappa peu l'imagination populaire. Cette véritable hécatombe ne se traduisait pas, en effet, par quelque image visible, mais uniquement par les indications hebdomadaires de la statistique. Un accident qui, au lieu de ces 5000 personnes, en eût seulement fait périr 500, le même jour, sur une place publique, par un événement bien visible, la chute de la Tour Eiffel, par exemple, aurait produit sur l'imagination une impression immense. Connaître l'art d'impressionner l'imagination des foules, c'est connaître l'art de les gouverner. » Fin de citation. Que vous pouvez retrouver donc dans l'ouvrage La psychologie des foules de Gustave Le Bon, 1895, aux éditions Presse universitaire de France. 2013, page 37. Je poursuis. Le temps long versus l'événement spectaculaire. Dans le processus de mobilisation et ou de soulèvement des foules, Gustave Le Bon distingue deux ordres de facteurs, facteurs lointains et facteurs immédiats. Les facteurs lointains, dit-il, je cite, « préparent le terrain où l'on voit germer tout à coup des idées nouvelles dont la force et le résultat étonnent, mais qui n'ont de spontané que l'apparence. Car, derrière l'effet superficiel, on doit chercher le plus souvent un long travail antérieur. » Extrait du même ouvrage, donc, de Gustave Le Bon. Transposé sur l'actuelle séquence historique, le modèle Le Bon permet de saisir le comment et le pourquoi de la révolte des Gilets jaunes, dont la soudaineté surprenante masque la réalité de transformation, ou plutôt de destruction socio-économique de fond. La victoire culturelle des Gilets jaunes du pays réel, de la France périphérique, est également un mouvement tellurique, dont les effets apparaîtront de façon soudaine et violente. Quant aux facteurs immédiats, Le Bon les définit comme, je cite, « ceux qui, superposés à ce long travail, sans lequel ils ne pourraient agir, provoquent la persuasion active chez les foules, c'est-à-dire font prendre forme à l'idée et la déchaînent avec toutes ses conséquences. Sous la poussée de ces facteurs immédiats, surgissent les résolutions qui soulèvent brusquement les collectivités. Par eux éclate une émeute ou se décide une grève. Par eux, des majorités énormes portent un homme au pouvoir ou renversent un gouvernement. Dans tous les grands événements de l'histoire, on constate l'action successive de ces deux ordres de facteurs. Fin de citation, extrait du même ouvrage. Si l'on poursuit avec l'exemple des Gilets jaunes, on peut voir dans la fameuse taxe sur les carburants la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le facteur immédiat qui a activé la colère latente. Or, toute la stratégie du pouvoir actuel consiste à conjurer cette révolte populaire en utilisant les facteurs immédiats, des événements ponctuels et spectaculaires pour susciter dans la population la crainte. Crainte du virus, à quoi s'ajoute la défiance envers les principales menaces désignées
par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, à savoir, je cite, « l'islamisme et les suprématistes blancs ». On voit là une inadéquation des facteurs lointains, crise socio-économique, politique et même culturelle, et des facteurs immédiats artificiels, pandémie, racisme et terrorisme. Ces facteurs artificiels ne s'ancrant dans aucune véritable tendance lourde, ne s'inscrivant pas sur le temps long, ils ne peuvent produire les effets escomptés sur la durée. Le pouvoir sera rattrapé par la réalité, d'autant plus que la politique économique menée par Macron ne fait qu'accélérer l'appauvrissement et la révolte des Français. L'avenir de la France, c'est la lutte contre l'oligarchie. Nombre de sociologues, politologues, économistes et géographes, Jérôme Saint-Marie, Christophe Guilly, Emmanuel Todd, Jérôme Fourquet, démontrent que le véritable clivage actuel et futur oppose l'oligarchie et le peuple, le populisme et l'élitisme, le patriotisme au cosmopolitisme. D'après l'historien et démographe Emmanuel Todd, la crise des Gilets jaunes a ouvert un cycle de 50 ans de lutte des classes. Soyons plus optimistes. L'accélération par le coronavirus de tous les processus historiques et économiques divisera sans doute par 5 ou 10 ce cycle. Nous en verrons l'issue avant 2030 ou même peut-être avant 2025. Pour décrire l'impact futur de la révolte des Gilets jaunes, Emmanuel Todd revient sur les étapes de mai 68. L'explosion étudiante et ouvrière de mai 68, temps 1, avait mené aux accords de Grenelle et à des hausses considérables de salaire, le temps 2. Avait succédé à ces temps 1 et 2 une défaite politique spectaculaire des forces de gauche aux législatives de juin 1968, le temps 3. L'implosion politique fut cependant suivie dans les décennies postérieures par une victoire radicale des idéaux sociétaux de mai 68, temps 4. La séquence 68, écrit Todd, peut donc se résumer ainsi. Choc social et émotionnel, victoire dans l'instant, défaite politique et, avec le temps, victoire finale de l'une des dimensions du mouvement. Je dis l'une des dimensions du mouvement parce que tous les aspects de mai 68 n'ont pas triomphé par la suite. On ne le savait pas alors, mais le soulèvement de la classe ouvrière était un adieu, la fin d'un monde. Le gauchisme, ainsi que je l'avais senti d'emblée, était un élitisme, et donc ce que je ne pouvais nullement imaginer, l'annonce du néolibéralisme. La victoire sociétale de mai 68 s'est produite par étapes. Fin de citation. Puis il compare la révolte des Gilets jaunes à la séquence 68. Début de citation. Le soulèvement des Gilets jaunes rappelle le schéma de mai 68. Au départ, un choc émotionnel et l'ampleur sociale du soulèvement. Temps 1. Puis la reculade du gouvernement. Le 4 décembre, le Premier ministre ajourne l'augmentation des taxes sur les carburants. Le 10 décembre, on voit apparaître sur les écrans de télévision un président de la République terrorisé. Quelques semaines plus tôt, il appelait les mécontents à venir le chercher. Il semble soudain ne plus y tenir tellement et cède. C'est le temps 2. Cette victoire pourrait être comparée aux accords de Grenelle du 27 mai 1968. Cette fois, le gouvernement, outre la suspension de la taxe sur les carburants, annule la hausse de la CSG pour les retraites inférieures à 2 000 € mensuels, augmente le SMIC de 100 €, défiscalise les heures supplémentaires, un ensemble de mesures que Bercy chiffrait à 17 milliards en avril 2019. Ensuite, le flop politique. Les Gilets jaunes ne parviennent pas à s'organiser. Le mouvement retombe et dans les médias se répand un discours conservateur conformiste de normalisation. Une chape tombe sur la société française.
Nous sommes ici dans l'équivalent des législatives de juin 68, temps 3. On s'apercevra sans doute un jour qu'il ne s'agissait là que d'un troisième temps. Un quatrième s'annonce pour les décennies qui viennent. Les problèmes de niveau de vie et de représentation populaire posés par les Gilets jaunes prendront toute leur ampleur à mesure que des catégories sociales de plus en plus larges seront aspirées par l'urgence économique. Fin de citation. C'est ce qui explique la précipitation du pouvoir en place qui se durcit et qui frappe ses ennemis réels ou imaginaires d'une façon disproportionnée. Mais rien n'y fera. Le régime peut reculer l'échéance par des menaces fantômes, mais il n'échappera pas à son destin. Jean Thérien.